si Donald Trump a besoin d'un attaché de presse, il sait qui trouver. C'est terrible. Est-ce que c'est juste ce qu'il a dit? Oui, après on peut aussi rétorquer qu'effectivement, qu'un président qui est à la fois dévoré par les intérêts russes et les intérêts chinois n'a pas vraiment de souveraineté et de leçons de souveraineté à donner aux Européens. Je pense qu'il faut être très vigilant aux mots qu'on emploie sur ce qui vient de se passer entre l'Union européenne et les États-Unis. On entend beaucoup ce terme de soumission, de reddition, de vassalisation. On l'entend beaucoup à Paris, on l'entend beaucoup, vous l'avez montré, à Budapest. Mais lorsque l'on écoute et l'on regarde les débats publics dans les autres capitales européennes, que ce soit à Berlin, que ce soit à Rome, que ce soit à Bucarest, que ce soit à Helsinki, ce ne sont pas les mêmes mots. Ce ne sont pas les mêmes mots. Ce qui est dit, beaucoup plus honnêtement, c'est qu'effectivement, c'est peut-être un moindre mal. Le vrai reproche qu'on peut faire effectivement à la Commission européenne, c'est qu'elle n'a pas mesuré les conséquences politiques de ces images et des déclarations effectivement de von der Leyen qui présente ce deal comme plutôt avantageux pour les Européens. Ça, c'est peut-être dévastateur pour l'image de l'Europe. Mais est-ce que l'Europe avait le choix? Est-ce que la Commission européenne avait d'autres choix que ce qui s'est passé en Écosse? Il faut rappeler que la Commission européenne et ce qui a été décidé par Ursula von der Leyen sont le reflet des demandes et des mandats donnés par les responsables politiques européens. Aujourd'hui, ceux qui doivent rendre des comptes aux opinions publiques ou aux observateurs, ce sont les gouvernements européens. C'est eux qui ont donné ce mandat à Ursula von der Leyen. Donc lorsqu'à Paris, on a aussi une cacophonie entre les responsables politiques et dans l'exécutif, lorsque François Bayrou parle de soumission et que d'autres ministres, comme Benjamin Haddad, ministre de l'Europe, ou le ministre du Commerce extérieur, défendent plutôt cet accord comme effectivement un moindre mal. Il y a aussi des violons à accorder. Tous ne sont pas sur la même ligne, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans les déclarations et dans les pensées que les Européens font de cet événement, en réalité, c'est ce qui sert leur propre agenda politique. Nous calquons notre narratif politique, nos agendas politiques, ce que nous pensons de l'Europe sur cet accord. Mais ce qui s'est passé cette nuit ou hier soir, c'est peut-être effectivement le moindre mal économique pour l'Europe. Et ça, nous devrions pouvoir le dire. Et la parole qu'on attend terriblement en France, elle est double. Elle est celle du commissaire européen français Stéphane Séjourné et celle du président de la République. C'est lui qui a mené ces négociations. Ce n'est pas François Bayrou. Stéphane Séjourné s'est exprimé, sauf erreur de ma part. En revanche, effectivement, pour l'instant, Emmanuel Macron n'a pas réagi à cet accord. Alors, Louis Sarkozy, qui était sur ce plateau hier, ici même, a eu cette remarque. Il a dit, mais que voulez-vous que von der Leyen fasse face à Trump? Il y avait le précédent Zelensky le 28 février à la Maison-Blanche. Elle connaît le personnage. Hier, c'était du théâtre. Elle n'avait pas le choix. Elle ne pouvait pas agir autrement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Moi, je ne crois pas que... Général, et puis Renaud, je crois que Jacques Delors n'aurait jamais réagi comme ça. Bon, Jacques Delors n'aurait pas... Peut-être que Renaud, général. Moi, je suis un petit peu d'accord avec ce que vient de dire Arthur, c'est-à-dire que von der Leyen, elle est le reflet de nos lâchetés, et le reflet des mandats qu'on a donnés. Et elle est le reflet de notre incapacité à avoir une position commune. Parce que les instruments de rétorsion, on les a. On les connaît, on est capable de faire beaucoup de choses sur ce plan-là. Et moi, ce que je regrette éminemment dans cette affaire-là, c'est que on explique depuis des mois qu'on n'est pas une Europe militaire, une Europe politique, et on le comprend très bien parce que le traité de Rome n'a pas été bâti là-dessus. Mais on nous explique aussi depuis des mois qu'on est une véritable puissance économique parce que depuis 57, etc., l'union fait la force et qu'on est une des premières puissances économiques mondiales qui peut faire pièce et pendant aux États-Unis. Et ce que l'on s'aperçoit, c'est que, on s'étale devant eux dès qu'on commence à négocier. Mais ça, pourquoi c'est ça? C'est qu'en fait, on reste à 27 et qu'à un moment, il faut voter. Et que, effectivement, aucun des États membres de 27 n'est plus unanime sur le plan économique, finalement, a des intérêts divergents, aussi bien que sur le plan politique, dès qu'on parle d'Europe de la défense ou d'Europe politique, etc., du rôle de l'OTAN ou du pilier européen de l'OTAN. On voit bien que c'est la cacophonie. Eh bien, on s'aperçoit que sur le plan économique, c'est peut-être un peu mieux,
Mais finalement, ça ne l'est pas. Car les instruments, ils existent. On les connaît, ces instruments. On avait les instruments de rétorsion, on était capable de faire mal aux États-Unis, on était capable d'avoir une politique aussi ferme pratiquement que la Chine, et on ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que on n'est pas une puissance politique. On s'est jeté sur le toboggan de la soumission, puisque donc elle a prétendu parler au nom de tous les Européens, Ursula von der Leyen. Je ne crois pas d'ailleurs qu'elle ait la possibilité de dire que l'Europe va investir 600 milliards de dollars pour la simple raison que nous ne sommes pas en économie dirigée en Union européenne. Donc je ne vois pas comment elle peut faire cette promesse. Mais ce que je vois, c'est que si cette promesse n'est pas tenue, c'est-à-dire que si nous n'investissons pas les 600 milliards promis, que si nous n'achetons pas les 750 milliards de dollars de GNL promis, eh bien, les États-Unis d'Amérique vont dire vous n'avez pas respecté votre engagement, nous ajoutons d'autres sanctions douanières, et Merz en sera pour ses frais, pour sa première déclaration, parce qu'effectivement Merz a dit tout et son contraire, là, vous l'avez montré, le chancelier allemand, pour sa première déclaration en disant que ça stabilisait le commerce transatlantique. Ben, s'il y a des menaces de sanctions supplémentaires parce qu'on n'a pas accompli les promesses de von der Leyen, eh bien il n'y aura aucune stabilisation du commerce transatlantique. Le commerce transatlantique ne veut pas être stabilisé dans la soumission. Coupez-moi, quand je suis trop long, je vous coupe. Vous avez raison. Je vous montre la photo. On travaille pour vous ici. On l'a retrouvée, cette photo. Ah oui, regardez, ils sont tous en train de lever le pouce en l'air. Diffusée par le quotidien suisse Le Temps. Voilà. Sauf la directrice. Il y en a vous avez vu, il y a la directrice. Voilà, on a retrouvé la photo. De la direction générale. Aller tirer les fils de ce qui s'est passé ces dernières 24 heures parce qu'ils sont très intéressants. Est-ce qu'on est en train d'assister à la décapitation de la mondialisation? C'est peut-être le dernier acte de cette mondialisation qu'on a vécu en direct hier soir sur LCI. À ce sujet, écoutez ce qu'a dit Thierry Breton, encore lui, tout à l'heure invité sur notre antenne. Donald Trump a imposé à l'ensemble de la planète des nouvelles règles commerciales, dans le seul intérêt et but de profiter aux seuls États-Unis d'Amérique, dont acte, on en prend acte, mais c'est exactement le monde dans lequel nous entrons. Bonsoir Alexandre Kateb, merci d'être avec nous, économiste, fondateur de Multipolarité AI. Est-ce que la mondialisation, depuis hier soir, c'est comme Capri, c'est fini ? La mondialisation, c'est pas fini, mais la mondialisation a changé de visage, comme elle l'a fait de multiples reprises. Le tournant qu'on observe aujourd'hui, il est brutal, parce qu'il coïncide avec cette espèce de volonté de domination, d'hégémonie qu'on n'avait pas vue depuis des décennies, venant de la part de la première puissance mondiale. Mais finalement, il correspond à un agenda qui a fait son chemin depuis des décennies et qui est d'ailleurs un agenda qui est parti plutôt de la gauche américaine, qui est traditionnellement beaucoup plus protectionniste et qui avait dénoncé en son temps le libre-échange. Aujourd'hui, on voit que la droite et les milieux conservateurs, on va dire, dans cette fusion du populisme, a embrassé également cet agenda parce qu'elle y a trouvé son compte politiquement. Et c'est aujourd'hui la concrétisation de ce virage qui intervient aussi dans des conditions particulières au niveau économique. Après la crise de 2008, il y a eu un ralentissement économique mondial qui a touché l'ensemble des pays occidentaux, mais qui n'a pas vraiment touché la Chine et les pays dits émergents, qui ont continué à croître, et notamment la Chine en a profité pour devenir la première puissance industrielle mondiale, loin devant les États-Unis et l'Union européenne en termes de capacité. Alors même que la demande en fait ralentissait pour ces produits. Le second coup, ça a été la pandémie du Covid et puis la guerre en Ukraine. Tous ces chocs
ont quelque part renforcé la fragilité sous-jacente des secteurs industriels, disons, dans les vieilles économies avancées, et ont mis en évidence la nécessité d'une réponse. Et Trump le fait à sa manière, sans concertation, sans coordination avec les alliés traditionnels de l'Amérique. Et donc, il y a ce virage qui est un virage dans un jeu à somme nulle, hein, et c'est ça qui est inquiétant, parce qu'au final, tout le monde y perd, mais à court terme, en tout cas, ça sert les intérêts politiques de Trump et de tout l'ensemble des conseillers et des think tanks qui l'entourent, quoi. De sa base, qui consolide sa base politique. Alexandre Kateb, donc l'usine du monde est devenue le maître du monde, sur un plan économique évidemment. Les États-Unis imposent désormais leur bon vouloir en matière de tarifs douaniers. Pour en revenir justement à cette signature hier soir, cet accord entre l'Union européenne et les États-Unis, vous avez entendu les mots utilisés aujourd'hui en France, mais aussi ailleurs en Europe: soumission, reddition, capitulation. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit ? Oui, on peut parler de capitulation, ou en tout cas d'un accord, d'un traité inégal, comme les anciens traités inégaux du 19e siècle, qui étaient imposés à la Chine, sauf que là, c'est imposé par les États-Unis à ce qui est censé être son premier allié au sein de l'Alliance occidentale. Donc c'est là où ça a un caractère inédit. Et effectivement, ça laissera des traces. Alors, espérons que ça pousse vraiment à que ce soit une sorte on va dire, d'électrochoc, hein, que ça provoque un électrochoc en Europe, et que ça permette l'arrivée au pouvoir, aux responsabilités d'une nouvelle génération d'hommes politiques européens désinhibés, qui ne sont pas soumis au pouvoir de la technocratie, parce qu'on voit que c'est ce pouvoir de la technocratie qui est incarné par Madame von der Leyen, qui a dirigé l'Europe pendant 2 décennies, qui en fait se traduit par des résultats catastrophiques, parce que c'est l'idéologie qui a dominé pendant toute cette période, et on a occulté les vrais problèmes de la désindustrialisation, de la souveraineté énergétique notamment, avec ce virage hors du nucléaire notamment, et tout ça fait que il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises, beaucoup de temps perdu. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de rattraper ce temps perdu et de retrouver des bases nouvelles d'une Europe puissance? Ce sera tout l'enjeu, et c'est un enjeu qui est éminemment politique. Donc on le verra dans les prochains rendez-vous électoraux, que ce soit en France ou dans le reste des pays européens. Et puis, voilà, il faudra penser à une refondation de l'Europe, sachant qu'il n'y a pas de consensus là-dessus, puisqu'il y a, comme vous le savez, 2 grandes tendances. Une tendance qui voudrait plus d'intégration européenne, mais qui s'accompagnerait d'un transfert de souveraineté éventuel au niveau européen, y compris sur la dissuasion nucléaire. C'est ce qu'avait quelque part annoncé le président Macron à terme. D'un autre côté, vous avez une tendance beaucoup plus nationaliste qui, quelque part, se fonde sur l'histoire pour dire qu'il n'y a pas de peuple européen, et donc qu'il faut refonder cela, oui, mais en gardant des bases nationales fortes. Entre ces 2 tendances, il y a un antagonisme qui aujourd'hui me semble totalement irrésolu, et je ne vois pas comment il pourra se résoudre dans les prochaines années. Écoutez, on verra ça ensemble probablement. En tout cas, nous serons là pour raconter ce qui se passe. L'idéologie et la politique, jamais très loin, effectivement. Sur ce qui s'est passé hier soir, est-ce qu'il y a une forme? Je me souviens qu'à la fin des années 80, au début des années 90, des experts, grands experts de l'époque, pour ne pas les nommer, avaient annoncé la fin de l'histoire. L'histoire, elle est revenue en force, avec une vengeance, comme disent les Américains. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui, d'une certaine manière, à une forme de fin de mondialisation? Oui, tout à fait. En tout cas, c'est la fin de la mondialisation heureuse. Plus personne, en fait, ne respecte les règles de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Il faut bien voir que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu quand même tout un édifice multilatéral
qui a été construit, il faut bien le reconnaître, par les États-Unis avec beaucoup d'énergie et de générosité. Ça s'appelait sur le plan politique l'ONU, ça s'est appelé sur le plan financier le FMI et la Banque mondiale, ça s'est appelé sur le plan commercial le GATT, devenu OMC, et tout ça s'est effondré. Le plus malheureux est que ce sont les Américains eux-mêmes qui ont commencé à détricoter ce qu'ils avaient fait. Alors, la première, c'est qu'ils ont détricoté le système monétaire international le 15 août 71, quand ils ont abandonné la parité entre l'or et le dollar. Ensuite, ils ont détricoté l'ONU lorsqu'ils ont envahi l'Irak sans autorisation de l'ONU, qu'ils avaient eux-mêmes créé, et ils ont détricoté même l'OMC, puisque depuis même Obama, ils refusent de nommer des juges à l'instance supérieure qui arbitrent les différends commerciaux entre les pays, et donc les Américains ont eux-mêmes paralysé l'Organisation mondiale du commerce, et nous sommes revenus à des rapports de force, et très clairement, la Chine sait imposer des rapports de force aux États-Unis. Elle en a eu, par exemple, l'a dit, aux États-Unis. Attendez, c'est très simple. Si vous prenez une politique commerciale désagréable à mon endroit, je ferai l'embargo sur les terres rares à votre endroit. Là, immédiatement, Trump a reculé. En revanche, l'Europe n'a pas été capable de construire, la Commission européenne, un rapport de force avec les États-Unis. Elle aurait très bien dit, vous savez, moi je peux vous faire un embargo sur les machines de ASML, vous savez, les machines néerlandaises qui sont les seules au monde à construire des puces de dernière génération. Je peux très bien faire un embargo et vous ne les aurez plus. Voilà, ça c'est construire un rapport de force, mais la présidente de la Commission européenne n'a pas voulu essayer de le faire. Il y en a eu par le passé, vous savez. Vous avez été sceptique. On va lui demander pourquoi. On a eu. Je dis juste un mot. On a eu à une époque. C'était sous Chirac. C'était sous Chirac. Les Américains nous avaient menacés de sanctions parce que nous avions fait un accord commercial avec l'Iran sur le gaz. Et Chirac avait dit, chiche, mettez-nous des sanctions et vous verrez la suite. Et là, c'était Clinton avait reculé. Donc on peut avoir des rapports de force avec les États-Unis, mais encore faut-il en avoir l'idée même dans sa tête. Et encore, enfin, en dehors de cette question de la faiblesse de l'Europe, qui peut s'expliquer pour plusieurs raisons, même si je rejoins Arthur, quand même les pays en amont donnent des lignes rouges et c'est pas nécessairement la faute de von der Leyen. Mais cette question, et pour comparer par exemple à la Chine ne demande pas aux États-Unis d'intervenir en Ukraine, d'aider l'Ukraine. On a d'autres dossiers avec les Américains où Trump est tout simplement capable de dire: vous voulez jouer à ce jeu-là, vous voulez jouer les FA, allez-y, mais on a d'autres leviers. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est aussi face à plusieurs dossiers avec les Américains qui nous affaiblit encore plus. Et cette autonomie stratégique, même sur les questions de la défense qu'on a besoin de construire en tant qu'Européenne, et cette nécessité d'avoir une politique plus forte sur plusieurs dossiers, aussi aujourd'hui, parce qu'on ne l'a pas, on est beaucoup plus faible. Oui, messieurs, alors, Arthur et Général, juste dans ce sens-là, comme ça, est-ce que vous êtes d'accord, pardonnez-moi, avec l'idée que cette mondialisation heureuse, pour reprendre votre terme, qu'on a connue ces 30, 40, 50 dernières années, est en train de se terminer, que peut-être ce qu'on a vu hier soir, c'était le dernier clou sur le cercueil de la mondialisation heureuse. Et la deuxième question, elle est évidente. Comment on sort de ça quand on est dans une économie mondiale dominée par les forts? Oui, sur la fin de la mondialisation, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, un de vos journalistes économiques à LCI, François Langlais, avait déjà titré... L'excellent François Langlais, pardon. Excellent, qui avait titré « La fin de la mondialisation » et qui mettait vraiment en lumière le retour de l'envie de protectionnisme dans la plupart des économies nationales. Et nous y sommes. Et nous y sommes. Parce que ce qu'il y a derrière ces droits de douane américains, c'est l'envie de l'administration américaine de réindustrialiser les États-Unis, de faire revenir de l'emploi aux États-Unis. Est-ce que ça va marcher? C'est la grande interrogation. Ce qui est certain,
c'est que c'est le consommateur américain qui va payer l'ensemble de ses droits de douane. Est-ce que ça va réindustrialiser les États-Unis ? Là est toute la question. Là est toute la question. Quelles entreprises peuvent avoir suffisamment confiance dans le système politique et économique des États-Unis aujourd'hui sous l'ère Trump pour investir des milliards sur le sol américain ? Pour répondre à votre deuxième question sur ce que nous pouvons faire, et là nous sommes entre Français donc nous pouvons en débattre, il y a une vraie question que soulèvent ces négociations entre l'Europe et les États-Unis. C'est le poids de l'influence française en Europe. Le poids de l'influence française. Parce qu'aujourd'hui, vient comme un réflexe chez beaucoup de commentateurs ou même de responsables politiques de dire, dans ces négociations, de toute façon, c'est l'Allemagne qui a gagné. C'est l'Allemagne qui a gagné parce que von der Leyen est allemande et Friedrich Merz semble avoir préservé une partie de ses intérêts. C'est un vieux réflexe français, le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Exactement, et ça, c'est un vieux réflexe. Mais où est l'influence française ? Où est l'influence française aujourd'hui en Europe ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience, à la fois chez les commentateurs, les observateurs, mais les responsables politiques, qu'aujourd'hui, l'influence de la France en Europe est fortement affaiblie ? À l'heure où elle appelle ses partenaires à construire l'autonomie stratégique européenne, elle est paralysée économiquement, elle est paralysée financièrement, elle est paralysée politiquement. Quelle crédibilité elle a face à ses partenaires européens ? Quelle influence elle a au Parlement européen où la plupart des partis politiques et les Français sont représentés de façon très éclatée au Parlement européen. Quelle influence pour la France ? C'est Avant ça de le vrai pointer débat. du doigt, il faut faire le ménage chez nous, c'est ce que vous nous dites. Voilà, alors la question, on revient à ça, c'est la fin de la mondialisation. Bah alors, oui, est-ce qu'on y a assisté en direct hier ? Je pense que l'expression est peut-être un petit peu exagérée. Ce qui est clair, c'est que la mondialisation, ce soir, elle a vraiment un genou en terre et qu'il y a un gros quand même retour en arrière par rapport à ce qu'on a fait depuis 80 ans, c'est-à-dire cette volonté de réguler les relations internationales sur le plan économique, sur le plan géopolitique, avec l'ONU, avec toutes les instances internationales de régulation économique que l'on connaît, pour éviter effectivement les conflits entre les nations. Ça, à mon avis, on a pris un grand coup derrière les jarrets et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Maintenant, ce que l'on voit là, malheureusement, ça nous rappelle une chose triste, mais que cette parenthèse n'en était qu'une, justement. C'est-à-dire que ces 80 ans qu'on vient de vivre, c'est une exception dans l'histoire du monde. Et que l'histoire du monde, depuis la nuit des temps, c'est un rapport de force. Et ce qu'on a cru comme quelque chose de pérenne, c'est-à-dire, ça y est, l'humanité a progressé, eh bien, en fait, c'était quelque chose qui est une véritable exception dans tout ce qu'on a toujours vécu. Et on revient finalement à la nature de l'homme, qui est à la nature de, je vais te casser la figure, tu fais ce que je te dis, sinon je te tords le bras. Et ça nous ramène à Thucydide, le dialogue mélien, etc. Et à toutes ces choses-là où le faible doit céder au fort. Et c'est à ça qu'on revient. Et à mon avis, ça, c'est une tendance lourde qui va durer à partir du moment où le promoteur de l'ordre international est celui qui le démonte, c'est foutu. Voilà, donc il faut s'y habituer et il faut s'apprendre à redevenir carnassier. Alors, et c'est vrai que la France... Pessimisme ou pragmatisme, pardon, on va le demander à Alexandre Kateb qui nous attend. Merci de votre patience. Est-ce que on vient d'assister, Monsieur Kateb, à la fin d'une parenthèse, celle de ce que Renaud appelait tout à l'heure la mondialisation heureuse. On peut débattre du mot heureux dans mondialisation à bien des égards, mais enfin, c'est pas le débat du soir. Ou est-ce qu'on entame aujourd'hui une parenthèse qui est celle du deuxième mandat trumpiste, peut-être y en aura-t-il d'autres, peut-être que J.D. Vance sera le prochain, peu importe, mais est-ce que la parenthèse, elle s'achève ou elle débute ? Je crois que ce n'est pas une parenthèse, c'est un véritable changement de paradigme. Il y a une dizaine d'années, j'avais publié un livre sur les BRICS où je décrivais un petit peu ce monde multipolaire auquel on assiste aujourd'hui pleinement, et ce monde multipolaire d'un point de vue géopolitique avec l'émergence de puissances non occidentales comme la Chine. Alors aujourd'hui, ce n'est plus vraiment une émergence, la Chine a vraiment émergé. Ça s'est traduit aussi aujourd'hui sur le plan économique, avec cette multipolarisation, si j'ose dire, de l'économie mondiale, c'est-à-dire qu'on assiste à la consolidation de grands pôles régionaux, de grands pôles économiques régionaux. Je pense que c'est dans cette direction qu'on va aller, avec les États-Unis qui vont asseoir leur mainmise sur l'Amérique du Nord, puis sur les Amériques, et qui veulent également englober dans cette
dans cette domination l'Europe, hein, s'ils le peuvent. Et puis d'un autre côté, vous avez la Chine évidemment qui consolide ses liens, y compris avec les économies asiatiques, hein, même avec le Japon, avec la Corée et d'autres qui traditionnellement étaient plus proches des États-Unis. Et voilà, je pense que c'est dans cette direction-là qu'on va. C'est totalement inédit et on n'a pas encore les outils pour analyser complètement les conséquences.